Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Avant d'ouvrir ce conseil municipal, je voudrais donner la parole à madame Manson qui représente Local Nova, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années justement pour qu'elle nous présente le rapport d'orientation budgétaire de la commune, je parlais devant le micro, de manière qui précédera ensuite le débat d'orientation budgétaire qui est à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Donc sans plus tarder, madame, je vous donne la parole. Utilisez un micro, je vous prie, puisque nous avons pris l'habitude d'enregistrer les conseils municipaux. Donc pour une présentation d'au maximum 30 minutes et ensuite qui sera suivie de questions d'ordre technique avant que nous puissions ouvrir le conseil municipal. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine Manson de la société Local Nova. Donc, il est d'ordre du jour, je dirais, en cette saisonnalité, de présenter le rapport d'orientation budgétaire qui auparavant s'appelait débat d'orientation budgétaire, qui a changé de nom avec la loi NOTRe et qui aujourd'hui s'appelle rapport d'orientation budgétaire et qui précède le débat que vous pouvez entamer après la présentation du rapport. Ce rapport répond à un cadre juridique directement qui est inscrit ici. Je ne vais pas tout vous lire, c'est pour toutes les communes de plus de 3005 habitants et les intercommunalités. L'idée étant aux élus de la collectivité d'avoir une idée précise des finances à aujourd'hui de la commune et des finances futures, c'est-à-dire pour se prédisposer dans le futur sur les évolutions financières. Donc ce rapport est préalablement toujours présenté en première partie d'un contexte économique avec un projet de loi de finances. Vous allez avoir, ou vous aurez tous les éléments en termes vraiment de loi de finances et d'économique. Alors il n'y a pas énormément de nouveautés, loi de finances cette année pour les communes. Et puis le contexte économique, vous le connaissez, il n'a pas énormément bougé par rapport, que ce soit 2018 ou les années antérieures. On est sur des données, alors c'est vrai qu'on a pour habitude de présenter un contexte macroéconomique avec la croissance trimestrielle sur la zone euro, la croissance aux États-Unis. Simplement, les grandes lignes, la croissance zone euro qui reste relativement basse et plutôt stable, aux États-Unis qui progresse d'un peu plus, qui est un peu plus dynamique par rapport à la croissance européenne. Le taux de chômage qui continue de diminuer un petit peu, mais qui est à un rythme moins élevé en termes de baisse par rapport à la moyenne trimestrielle de 2017. Tout ça, ce sont des données 2018 pour aller assez vite. Sur la partie loi de finances, globalement, la dotation globale de fonctionnement pour les communes n'attend pas d'évolution. Aucune évolution, hormis des SU, des SR qui, chaque année, évoluent à peu près de la même enveloppe. Alors, à déterminer pour chacune des communes, puisque c'est un gros gâteau que tout le monde se partage et chacun en a un petit bout, et l'augmentation est relativement faible d'une année sur l'autre. Sur les intercommunalités, on ne vous l'a pas mis là, mais un gros changement puisqu'il y a la réforme des dotations intercommunales qui est prévue, qui est dans la boîte, je dirais, de 2019 au niveau de l'évolution. Peut-être des dotations de soutien à l'investissement telles que vous avez connues sur les dernières années et qui sont maintenues à peu près au même niveau, des dotations de politique de la ville, donc pour les plus grosses collectivités, et puis les dotations d'équipement des territoires ruraux, ce qu'on appelle la 2ETR, dont vous avez déjà été bénéficiaire, la commune de Vic, donc qui peut directement aider dans le cadre d'un contrat signé et d'une demande que peut faire la commune éventuellement sur certains investissements. Donc pas de grands changements à ce niveau-là. La dernière chose, peut-être le décalage de l'entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA, puisque vous savez que les communes récupèrent la TVA avec le fonds de compensation directement, donc en N+1 ou N+2 en fonction des communes. Il devait être automatisé au 1er janvier 2019. Cette réforme est décalée au 1er janvier 2020. Et puis la poursuite de la diminution progressive de la taxe d'habitation, avec à ce jour pas encore de scénario de compensation de cette taxe qui est vraiment déterminée, hormis a priori le foncier bâti des départements qui pourrait arriver directement dans les caisses des communes, voire des intercommunalités.
Simplement, en termes de pouvoir d'achat, pour les ménages, cette poursuite de diminution de la TH est estimée à peu près à 400 € par ménage en 2019. Donc hors évolution des bases. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je dirais les finances de la collectivité entre 2014 et 2018. Donc, on va s'y attarder pour la plus grosse partie de la présentation. Déjà, sur cette page, vous voyez la structure d'un budget. Alors, on a pour effet souvent de présenter le budget de façon décortiquée pour le simplifier. La première partie, ce que vous voyez, la partie haute, c'est le fonctionnement du budget. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dans le fonctionnement du budget? On a d'un côté les recettes, vous le voyez sur la gauche, de l'autre côté les dépenses. Donc les recettes, ce sont les recettes de gestion. Donc dans ces recettes, on va avoir principalement la ressource fiscale, c'est-à-dire les bases, les taux payés par les contribuables. Principalement, donc c'est la première des ressources de toutes les collectivités. Les dotations, alors de l'État. Les produits des services, ça va être tout ce qui va être facturé, les services culturels, périscolaires, etc., et qui vont rentrer dans la caisse directement de la collectivité. Donc cette partie-là, ce sont les recettes, réellement ce que la commune va encaisser. De l'autre côté, sur toujours la partie haute en fonctionnement, on a les dépenses qui vont servir au fonctionnement de la collectivité. Donc dans ces dépenses, la première dépense qui va être prise, c'est bien évidemment les charges de personnel, donc pour tout le personnel, je dirais, municipal, puis les achats classiques pour faire fonctionner la collectivité. Ça peut être aussi bien les postes d'énergie que les postes eau, etc., les fournitures, tous les postes classiques, tout ce qui ne va pas rentrer dans les investissements, mais qui va être dans le fonctionnement classique au jour le jour de la collectivité. On va retirer à ça les frais financiers de la dette, c'est-à-dire dans la dette, le remboursement de chaque année de l'annuité de dette. Il y a la partie capitale et la partie intérêt à rembourser aux banques. Donc les frais financiers de la dette vont être retirés dans cette partie-là et vous voyez qu'il reste un bloc gris qu'on appelle l'épargne brute et qui est du côté des dépenses. C'est-à-dire que concrètement, ce sont les recettes moins les dépenses et il reste ce delta qu'on appelle l'épargne brute. Cette épargne brute, c'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement brut, un terme que vous entendez peut-être certainement, qui va, elle, passer en investissement, c'est-à-dire de l'autre côté. Donc on va descendre d'un cran et ça va servir quelque part aux recettes d'investissement de la collectivité. C'est vraiment de la capacité d'autofinancement de la collectivité. Cette épargne brute va donc, en plus de FCTVA, on l'a vu tout à l'heure, le fonds de compensation de la TVA, et des subventions. Donc ça, ce sont les recettes d'investissement. Les emprunts, s'il y a des emprunts nouveaux qui vont arriver directement en recettes. Ces trois postes-là vont permettre, d'une part, de rembourser la dette, donc cette fois le capital de la dette que la collectivité a contracté, et puis de financer les dépenses d'investissement. C'est-à-dire que ce dernier bloc, ce sont toutes les dépenses qui ne rentrent pas bien évidemment dans le fonctionnement, qui sont en investissement pour la collectivité et qui vont directement être autofinancées, puis percevoir des recettes d'investissement et de l'emprunt. Un dernier slide pour un peu plus étayer, je dirais, la partie du structure de budget, parce que bien souvent, hormis l'épargne brute, on rajoute deux soldes d'épargne qui sont en plus, c'est l'épargne de gestion. Donc le premier solde d'épargne, qui sont vraiment les recettes moins les dépenses de gestion, ça donne l'épargne de gestion. Donc c'est un solde qui va être analysé. Ce solde-là ne varie pas du tout avec la dette, c'est-à-dire qu'il intervient avant le remboursement des intérêts de la dette. On le voit donc l'épargne de gestion. Elle, à l'intérieur de cette épargne de gestion, on peut rembourser avec les intérêts de la dette et c'est à ce niveau-là qu'on trouve seulement l'épargne brute que l'on avait tout à l'heure. On a rajouté d'un cran. L'épargne brute, on rembourse le capital de la dette et on a l'épargne nette. C'est-à-dire qu'on a rajouté deux crans supplémentaires. L'épargne nette, c'est la capacité d'autofinancement net de la collectivité. L'épargne brute, c'est la brute, mais la capacité d'autofinancement net, c'est réellement en net ce qui va rester à la collectivité une fois qu'elle a remboursé le capital de sa dette. Donc cette épargne nette doit être déjà positive, puisque chaque collectivité est censée rembourser le capital de sa dette, et puis va permettre à hauteur à peu près d'un tiers de payer les dépenses d'équipement.
Donc vous voyez, on est à peu près de façon égale un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'autofinancement net en marron sur le graphique, les emprunts nouveaux et le FCTVA et les subventions. Voilà, donc c'est ça réellement qui va permettre de financer les dépenses d'investissement sur la partie droite. Donc on revient là-dessus parce que c'est vrai que c'est des notions importantes et on va y revenir après. Alors, cette courbe-là, alors je sais que les chiffres ne sont pas forcément lisibles, mais vous aurez les documents après. On a deux courbes. La courbe rouge en haut, ce sont les recettes de fonctionnement, les recettes de gestion de la collectivité. La courbe bleue en dessous, ce sont les dépenses. Donc on a vu tout à l'heure les recettes, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, les dépenses, la même chose. Donc forcément, les recettes doivent être supérieures aux dépenses, puisqu'on va dégager après de l'épargne de gestion. Qu'est-ce qu'on fait quand on compare une courbe par rapport à une autre? C'est qu'on regarde si à un moment donné, elle se rapproche. Ce qu'on va analyser, c'est s'il y a un effet de ciseau ou pas. Alors un effet de ciseau, c'est comme un ciseau, ça veut dire que ça se croise. C'est pas bon si ça se croise parce que bien évidemment, les dépenses ne doivent pas être supérieures aux recettes. Voilà, il faut toujours que les recettes restent supérieures aux dépenses de gestion. Donc on voit qu'entre 2016 et 2017, les courbes se sont rapprochées. Ça veut dire qu'on a connu un effet de ciseaux, ce qui arrive à beaucoup de collectivités. Alors on le verra après avec la baisse des dotations notamment aussi. Ce n'est pas un effet de ciseaux structurel puisqu'on ne le voit pas sur toute la période. Et il disparaît en 2018 puisque les courbes, même si elles baissent les deux, on le verra pourquoi après, elles s'éloignent. Donc c'est un effet de ciseaux qui a été connu sur une période d'1 à 2 années qui sont liées principalement à des baisses de recettes. On va analyser justement les recettes de gestion plus en détail. Alors, principalement, ce que vous allez voir directement sur ce graphique, tout en bleu en bas, ce sont les produits de service, donc sur les histogrammes. Donc la première année, c'est 2014, la dernière 2018. En bleu, tout en bas, les produits des services, d'accord, donc ce que va percevoir la collectivité par rapport aux services culturels, etc. Donc il y avait aussi du périscolaire qui est passé aujourd'hui à l'intercommunalité. Vous avez en beige rosé au milieu, ce sont la fiscalité, tout simplement les produits fiscaux. Les dotations en bleu au-dessus, et après des autres produits, on va dire, qui représentent peu. Les recettes de gestion, en moyenne, sur la période, elles progressent de 0,85% par an. Alors, ce qui est peu, parce qu'on a connu une forte baisse en 2018 avec la prise de compétence du périscolaire par l'intercommunalité. Donc, on le verra, on va avoir la même chose concomitamment sur les dépenses. Donc, c'est vrai que du coup, par défaut, on est en baisse, une légère hausse, mais 0,85%. Donc, on est pratiquement en baisse sur la période, ou tout au moins stagné. Donc, là, par contre, la baisse des dotations associée à la baisse des taux au niveau de la TH foncier bâti et foncier non bâti sur la période, n'ont pas permis, hormis la prise de compétence du périscolaire par l'intercommunalité, d'augmenter plus en deçà les recettes. On va le voir un peu plus en détail après, puisque là, on va analyser les impôts et taxes, qui, pour rappel, sont la plus grosse part de l'histogramme qui est juste là. Donc l'impôt et taxes en orange, c'est tout simplement les bases fois les taux en termes de taxes d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti. Donc vous voyez que c'est la part la plus importante des impôts et taxes de la commune. C'est cette part qui est pratiquement stable sur la période. Alors ça ne baisse pas du fait de l'évolution des bases, la dynamique des bases revalorisée chaque année, et puis par la population. Mais clairement, on est sur des bases, sur des taux qui du coup ont baissé, du coup des produits qui stagnent. On est globalement sur des produits à peu près identiques, puisqu'on est sur 1,5 million, on est sur les mêmes niveaux, un peu plus d'1,5 million entre 2014 et 2018. La partie bleue qui a disparu, c'est tout simplement l'attribution de compensation qui a disparu en 2018 du fait de la prise de compétences périscolaires par l'intercommunalité, puisque la collectivité aujourd'hui ne perçoit plus d'attribution de compensation, mais pour le coup en reverse une part à l'intercommunalité. Donc ça disparaît forcément de cette partie. Alors ici, pour vous dire, donc au niveau des taux de fiscalité, les taux ont évolué en baisse sur la période. Donc on était à 10,09 en 2014, à 9,41 sur 2018. Au niveau du foncier bâti, on est à 18,04 et 16,84.
et au niveau du non bâti à 61,44 et 57,32. Donc voilà, on le voit, c'est simplement listé. Donc ça, ce sont les trois taux de la commune. DGF, donc vous avez entendu parler bien évidemment depuis 2014, ça a même commencé avant le mandat en 2013, de la contribution des communes au redressement des comptes publics. Donc clairement, la collectivité a perdu directement sur la partie dotation pure 210 000 euros entre 2014 et 2018. Donc ça, c'est vraiment, enfin 2017 plutôt, puisqu'en 2018, la dotation est restée stable. C'est vraiment l'effet de la contribution de la commune au redressement des comptes publics. Dans l'ensemble des communes, EPCI, départements, régions de France ont perdu une part de leur dotation. La perte, elle a été compensée en partie par l'augmentation de la DSR, la dotation de solidarité rurale, on a vu qui augmentait un peu chaque année dans la loi de finances. Alors, elle n'a pas compensé du tout toute cette partie de baisse, puisqu'elle a augmenté de 110 000 euros sur la période, et on a dit qu'on avait une baisse de 210 000. Donc, ça n'a pas été compensé. Ce qu'on voit qui a un peu surélevé, je dirais relevé un petit peu le niveau, c'est la dernière partie, tout en haut, c'est la DNP, la dotation nationale de péréquation, qui, elle, a progressé sur la période et notamment en 2018. Donc concrètement, on est à 210 000 euros de baisse de dotation, ce qu'on peut voir sur 2014-2017. C'est pas un effet cumulatif, parce que sinon les chiffres feraient peur, mais bien évidemment, ce que vous avez perdu l'année N plus 1, vous l'avez perdu 2 fois, puisque vous perdez ce que vous avez perdu l'année N, et puis l'année N plus 1 encore. Voilà, donc là, on se ferait peur si on annonce ces chiffres-là. Au début, on l'a fait en cumulé, mais là, clairement, on est sur une baisse en valeur de 210 000. Les dépenses de gestion après les recettes entre 2014 et 2017, donc elles ont évolué de 4,08% en moyenne par an, avec bien évidemment la même chose, une forte baisse en 2018 liée à la prise de compétences périscolaires par l'intercommunalité. Donc à la fois sur des dépenses de personnel, on le voit en bleu, à la fois sur les charges à caractère général en orange, sur toutes ces charges qui sont directement, ont été transférées à l'intercommunalité. On voit du rose au milieu entre les deux histogrammes bleus en 2018. C'est ce qui est reversé aujourd'hui par la commune à l'intercommunalité en attribution de compensation quelque part, qui est reversé par la commune donc lié à cette prise de compétence. Alors globalement, les charges à caractère général, elles ont légèrement augmenté entre 2015 et 2016. Elles se sont réduites un petit peu en 2017, et puis elles s'établissent à moins d'1 million en 2018 au niveau directement des charges à caractère général. On est sur une hausse entre 2014 et 2018 de moins de 1%. Les dépenses de personnel, je dirais, un peu la même tendance forcément en 2018 avec la baisse, la baisse liée directement à la prise de compétences de l'EPCI. Directement, donc l'évolution du personnel a été de 2,94% par an. Alors c'est lié aussi en grande partie à l'indice GVT, glissement vieillesse technicité, qui fait qu'il y a une revalorisation aussi des salaires. Directement, donc ces charges, elles représentent 45% des dépenses de gestion en 2018. Elles représentaient 51% des dépenses en 2014. Voilà, donc ça veut dire une baisse directement des dépenses de personnel par rapport aux dépenses de gestion globale. On est environ 1,2 million sur 2018. Les soldes d'autofinancement, donc on les a vus tout à l'heure, je vous ai expliqué la façon dont on les calculait. Donc maintenant qu'on a tous ces éléments, je dirais que c'est assez facile. La courbe rouge en haut représente l'épargne de gestion. Vous avez en dessous la courbe bleue qui représente l'épargne brute, c'est-à-dire qu'on enlève entre ces deux courbes les intérêts de la dette existante. Et vous avez encore en dessous la courbe grise qui est l'épargne nette. Donc pour arriver à cette épargne nette, on a enlevé le remboursement en capital de la dette. On peut voir 3 phases successives sur cette partie de solde d'autofinancement. La première, c'est 2014-2015. On le voit, la courbe reste à peu près droite, à peu près plate, puisque concrètement, les dépenses et les recettes évoluent de la même façon. On a un effet de ciseau entre 2015 et 2017, on l'a vu, ce qui fait que l'épargne de gestion baisse directement jusque 2017.
En 2018, l'épargne de gestion remonte, elle repart à la hausse, du fait de la maîtrise de l'effet de ciseau, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'effet de ciseau en 2018. Les recettes ont repris le rythme où les dépenses ont tout au moins plus baissé ou moins augmenté que les recettes, ce qui fait qu'on voit qu'on a un pic qui remonte en 2018. On a vraiment la même tendance sur l'épargne de brut et l'épargne nette, puisque l'annuité, elle reste stable sur la période. C'est-à-dire que la collectivité, on va le voir, ne s'est pas endettée plus. Donc concrètement, on a vraiment le même écart qui suit à la fois qui suit l'épargne de gestion, à la fois sur l'épargne brute et sur l'épargne nette. Alors, on vous a mis quelques petites données sur les strates en euros par habitant, parce que c'est toujours utile de se comparer par rapport donc là à un niveau national. Donc vous avez les chiffres, vous avez le document directement aussi avec vous. Simplement, on est sur une strate des 5-10 000 habitants. Alors, vous êtes dans la partie basse de la strate, puisque ça va jusqu'à des communes de 10 000 habitants. On est en moyenne nationale. Le bleu au milieu représente la strate au niveau national. Et puis, on a le comparatif entre 2017 et 2018 de la collectivité. Le tout, bien sûr, en euros par habitant. Clairement, vous avez l'écart par rapport à la strate en euros, l'écart par rapport à la strate en pourcentage à côté. Concrètement, ce qu'on peut dire sur cette partie-là, c'est que la collectivité a moins de recettes que les autres communes de la strate et a globalement moins de dépenses également. Par contre, malgré les dépenses qui sont inférieures également à la strate, l'épargne reste, elle, un petit peu légèrement inférieure à la strate, puisqu'on a la strate qui a des soldes d'épargne légèrement supérieurs. Alors, pour terminer sur la partie épargne de gestion et puis sur la partie 2014-2018, on a analysé les dépenses d'équipement de la collectivité, c'est-à-dire l'effort d'équipement. Globalement, la dynamique d'investissement est constante sur la période entre 2014-2018, avec une moyenne d'1,2 million par an sur la période. Donc, on a 6 millions de dépenses d'équipement en gros sur la période 2014-2018, assez linéaire. Le mode de financement des investissements. Alors, comment sont financés les investissements ? C'est-à-dire qu'ils sont financés, on l'a vu tout à l'heure, par 3 choses, par l'autofinancement de la collectivité, par les recettes d'investissement et par l'emprunt nouveau. Alors, vous avez sur ce graphique-là, qui peut être un peu technique, vous avez les 3 qui apparaissent, c'est-à-dire en rouge, vous avez l'épargne brute. En violet, vous avez ce qu'on appelle le fonds de roulement, c'est-à-dire est-ce qu'on fait appel ou pas aux résultats pour directement impacter et autofinancer les dépenses d'investissement. C'est le cas en 2018 et un peu également en 2016. Vous avez directement en bleu les recettes d'investissement, donc le FCTVA et les subventions. En gris, c'est le solde net de dette, c'est-à-dire s'il est positif, la commune s'est endettée, et s'il est négatif, la commune s'est désendettée. C'est-à-dire ce solde net de dette, c'est directement la différence entre l'emprunt réalisé de l'année et l'emprunt remboursé en capital. Ça veut dire que, par exemple, la collectivité, en 2015, on voit un solde net de dette supérieur d'un peu plus de 300 000 euros. Par contre, il était d'autant inférieur en 2014. Ce qui veut dire que la collectivité n'a pas eu de recours à l'emprunt en 2014, mais en a eu 2 fois plus en 2015. Ce qui veut dire que d'une année sur l'autre, l'endettement est à 0. Voilà, si on voit comme ça. En 2018, le solde net de dette est négatif, c'est-à-dire que la commune n'a pas eu recours à l'emprunt pour financer ses dépenses d'équipement et a directement autofinancé avec le résultat de clôture et avec les recettes d'investissement et bien évidemment son épargne brute. Donc les autres années, 2016 et 2017, on ne voit pas de solde net de dette, ça veut dire que la collectivité s'est endettée du montant de ce qu'elle a remboursé en capital. Donc on le voit directement sur le graphique suivant, c'est l'endettement, qui est les histogrammes orange. L'endettement n'évolue pas sur la période. Alors, il a évolué un peu, alors il est même plutôt en baisse, mais en 2014, on a pris en emprunt nouveau en 2015 le montant de 2014, quelque part, ça a basculé d'un exercice. Concrètement, l'endettement est resté identique puisqu'on est aujourd'hui à 2,4 millions, comme en 2014. Le ratio de capacité de désendettement, qui lui est en combien d'années la commune se désendette si son épargne brute ne sert qu'à rembourser la dette.
on a pour habitude, que ce soit nous, mais pas seulement nous, surtout les banquiers, de regarder ce ratio et de le mettre à un seuil d'alerte de 8 années. C'est-à-dire 8 ans, c'est le seuil d'alerte pour lequel il faudrait que la collectivité ne dépasse pas pour quelque part rembourser sa dette en pas plus de 8 années. On était à 2,4 ans en 2014, on est à 3 ans en 2018. Les communes de la strate, de votre strate, sont à 5 ans, 5,2 ans sur ce ratio. Donc globalement, le ratio est à 3 ans, lié à l'épargne brute qui est un peu plus basse en 2018 qu'en 2014, mais ce n'est pas à cause du niveau de la dette. La strate en euros par habitant, cette fois à nouveau sur les dépenses d'équipement. Globalement, des dépenses d'équipement un peu plus basses que le niveau de la strate. Alors pour rappel, vous êtes dans les 5-10 000, mais vous êtes plus proche de 5 000 que de 10 000. Donc forcément, on est plutôt dans la fourchette basse. Les subventions sont forcément elles aussi un peu inférieures si on a moins d'investissement. Au niveau des bases, globalement, vous avez des bases plus basses que les moyennes des communes de la strate et les taux sont largement plus bas que les moyennes de la strate. Ça, on le voit tout en bas, hormis le taux de foncier non bâti. Alors, conclusion, on l'a dit, on était vraiment sur... Donc, on va passer aux perspectives. Les perspectives, alors l'idée, c'est d'aller assez vite sur les perspectives. Globalement, la situation 2014-2018 est plutôt bonne et satisfaisante, puisque la collectivité reprend vraiment de l'épargne sur la dernière partie en 2018. Donc du coup, à partir de là, on a évolué sur des scénarios. Alors le premier scénario, c'est hors investissement nouveau, c'est-à-dire qu'on se positionne uniquement sur la partie haute de tout à l'heure, sur le fonctionnement, et on le déroule jusque 2024. Alors, on a mis des montants d'évolution sur la période, alors qui sont à peu près connus, alors avec les bases et les taux qui évoluent de 2,2 comme attendu là par la loi de finances, les taux en TH foncier bâti, non bâti, qui évoluent à la baisse en 2019 et en 2020 également du même montant. On a testé à peu près sur cette période-là. Les dotations qui n'évoluent pas, les dépenses de personnel qui augmentent en 2019 puis qui suivent une moyenne d'un peu plus d'1% par an. Les autres charges qui évoluent en 2019 et qui suivent pareil une moyenne d'1%, et les charges à caractère général qui n'évoluent pas. Les recettes de gestion, en partant de cette sphère-là, les recettes de gestion évoluent de 0,73% par an en moyenne entre 2018 et 2024. Alors, avec l'évolution des produits des services d'1,2, la dynamique des bases fiscales et la baisse des taux, ça explique qu'on a quand même une évolution plutôt faible des recettes de gestion. Les dépenses de gestion, parties de ce constat-là, évoluent de 1,79 par an entre 2018 et 2024. Alors elles évoluent surtout en 2019 sur la prospective. C'est l'évolution de la masse salariale qui s'explique par le recrutement d'effectifs et puis par une démarche d'accompagnement des agents de la collectivité avec une politique d'action sociale qui est prévue pour l'année 2019. Les autres charges restent en légère hausse sur les années suivantes, et les charges à caractère général avec une légère baisse puis qui stagne. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des soldes d'épargne ? Forcément, en 2019, avec les baisses, l'augmentation des dépenses et les recettes qui n'augmentent pas beaucoup, on voit qu'on a un effet de ciseau constaté du coup sur 2019 avec des soldes d'épargne qui devraient eux baisser sur 2019, puis à partir de 2020, ça remonte. Alors du fait de l'extinction de la dette, on voit tous les autres soldes d'épargne qui suivent et qui augmentent puisque la collectivité se désendette et on est hors nouveaux investissements. Alors là, c'était un petit slide depuis 2014, mais on l'a vu. La capacité d'investissement, on a rajouté 1,2 million d'investissements, comme ce qui a été fait par le passé depuis 2014, pour voir ce que ça donne. Ça veut dire 7,2 millions sur les 6 prochaines années d'investissement globalement pour la collectivité. Alors, on reprend notre graphique de tout à l'heure, c'est-à-dire le mode de financement des investissements. Alors, pour vous expliquer, cette fois, le solde net de dette, c'est ce qui est en rosé ou beige. On va le voir, il est en négatif en 2018, la collectivité s'est désendettée. En 2019-2020, elle s'endette d'à peu près 300 000 euros, donc il disparaît. Mais elle est obligée d'avoir un recours à l'emprunt supérieur à compter de 2021. Compte tenu de ce qu'on a mis en termes d'estimatifs.
Ça veut dire que le recours à l'emprunt, il est à peu plus de 500 000 euros par an à partir de 2021. L'endettement, qu'est-ce qu'il donne? Forcément, à partir de 19 et 20, il ne bouge pas. Il évoluerait à partir de 2021 un peu plus à la hausse, y compris la capacité de désendettement, puisqu'on le voit au-dessus, on est sur une courbe qui passerait à 5 ans à partir de 2021. Alors c'est un scénario qui est envisageable, c'est pas catastrophique puisqu'on est toujours inférieur à 8 ans au seuil d'alerte. Par contre, si la collectivité ne veut pas s'endetter plus, c'est un scénario qui est moins bien envisageable en fonction de ce qu'elle veut faire. Par contre, clairement, elle peut, dans ce scénario, son épargne brute lui permet de rembourser la dette sans forcément atteindre du tout un seuil d'alerte. Mais le niveau d'endettement, il serait d'à peu près 3 millions d'euros en 2024 contre 2,2 millions aujourd'hui, avec cet estimatif. Les soldes d'autofinancement, donc, ils suivent la même trajectoire que le scénario référent, sauf que vous le voyez, l'épargne nette tout en bas, elle remonte moins, puisque forcément, l'extinction de la dette fait que tout à l'heure, l'épargne nette progressait. Là, elle progresse moins, puisque la collectivité s'endette, et là, on rembourse du capital. On va passer au dernier scénario. Alors, on s'amuse souvent à cela, c'est-à-dire à essayer de dire à une collectivité combien il vous faudrait d'épargne brute cible, puisque vous avez compris que toute la théorie partait de l'épargne brute. C'est l'épargne brute qui va déterminer le niveau des dépenses d'équipement de la collectivité. Si on veut clairement un montant de dépenses d'équipement à 1,2 million, il faudrait que l'épargne brute soit un petit peu supérieure à ce qu'elle était dans le scénario précédent. Nous, on l'a estimé à 700 000 euros. C'est-à-dire que, comme à aujourd'hui à peu près, si l'épargne brute est stabilisée à 700 000 euros, la collectivité, clairement, normalement, ne s'endette pas plus, peut investir à hauteur d'1,2 million et on va du coup le vérifier directement dans le scénario. Donc on a mis un scénario avec une épargne brute à 700 000 euros, vous le voyez sur les histogrammes orange. La courbe en bleu qui est au-dessus donne simplement le montant d'économie qu'il faudrait. Pour arriver à 700 000 euros, en gros, on est à peu près 150 000 euros d'économie de gestion ou de ressources, d'optimisation de ressources de la collectivité. Alors on l'a tablé en 2019, mais ça peut être en 2020, mais ça peut être le plus tôt possible. Ça veut dire que clairement, pour atteindre 700 000 euros, par rapport au scénario sur lequel on est parti, faudrait gagner 150 000 euros. Alors, ça peut être soit une partie de dépenses en moins, soit une partie de recettes en plus, soit les deux cumulés, etc. En termes de pourcentage, qu'est-ce que ça représente? Ça représente à peu près 5% des dépenses de gestion, c'est 150 000 euros, et 4% des recettes de gestion. L'endettement, la capacité de désendettement, qu'est-ce que ça donne? L'idée, c'était vraiment d'essayer de déterminer un montant d'autofinancement brut suffisant sans endetter plus la collectivité. On le voit, clairement, on a en 2024 le même niveau d'endettement qu'aujourd'hui et on a le même niveau de capacité de désendettement aujourd'hui en 2024 qu'aujourd'hui en 2018, avec ce scénario dans lequel la collectivité fait un effort et augmente son épargne brute. Les soldes d'autofinancement, directement, vous le voyez, la courbe rouge, c'est l'épargne brute. La courbe bleue en dessous, c'est l'épargne nette de la collectivité. Donc on est sur un niveau d'un peu plus de 400 000 euros en moyenne d'épargne nette. Pour arriver à 1,2 million de dépenses d'équipement, ça représente en fait les un peu plus de 30% de ce qui est déterminé, puisqu'on considère que la capacité d'autofinancement net doit être un peu plus de 30%, un tiers sur les dépenses d'équipement. Donc là, ce scénario, je dirais, idéalise totalement les hypothèses et présenté juste avant. Voilà. J'en ai terminé. J'espère ne pas avoir été trop... Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour cette présentation extrêmement claire et exhaustive. Vous avez bien compris, je m'adresse aux membres du conseil municipal, que toute la dernière partie relevait de différents scénarios avant même tout arbitrage politique et qui sera d'ailleurs tranché par des élections en 2020. Donc derrière, il n'y a aucun projet. Voilà, c'est simplement des hypothèses pour montrer que les différentes possibilités d'évolution financière
de la commune. Y a-t-il des questions d'ordre technique sur ce rapport d'orientation budgétaire? Monsieur Mediamol. Ce n'est pas une question d'ordre technique, c'est simplement est-ce qu'on peut avoir cette présentation sous un format adapté? Aucun problème. On va même pouvoir la mettre en ligne sur le site internet. Ça sera disponible à tout le monde. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Hérault. Je voulais simplement exprimer une satisfaction et des regrets. La satisfaction, c'est qu'effectivement, je voulais intervenir parce que les documents qui nous ont été envoyés dans la synthèse ne reflétaient absolument pas ce que pouvait être un débat d'orientation budgétaire. On était très loin de ce que préconisait la loi NOTRe. Et effectivement, vous avez rappelé à juste raison ce qu'aujourd'hui elle demande. Donc c'est un exposé qui est très clair, il n'y a aucun souci là-dessus. Le regret, c'est qu'effectivement, on n'ait pas pu avoir ces documents avant d'en débattre ce soir, parce qu'il y a une foule d'informations qui nous tombent, que l'on n'a même pas vu en commission des finances. Donc on découvre tout ce soir. Et il est difficile aujourd'hui de poser des questions en débat d'orientation budgétaire sur ce qui nous a été présenté, parce que ça demande une analyse quand même fine et claire de tout ce qui nous a été présenté. Donc je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas pu avoir ces documents avant le conseil municipal de ce soir. Pardon, monsieur Hérault, mais je crois que vous confondez le rapport d'orientation budgétaire et le débat d'orientation budgétaire. En ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire, après l'ouverture du conseil municipal, tout a été présenté en commission des finances. C'est pas ça. Y a-t-il d'autres questions d'ordre technique? Non? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Peut-être simplement, je vais moi-même faire une remarque sur la présentation pour que ce soit clair. La comparaison sur la période, notamment je pense au niveau de la dette, commence en 2014. Or, c'est le compte administratif de 2014, donc c'est l'état de la dette au 31 décembre 2014. Je vous rappelle que le mandat a commencé le 4 avril 2014 et que nous avions choisi de ne pas réendetter la commune cette année-là. Donc ce qui marquerait vraiment la comparaison entre aujourd'hui et au moment où nous avons pris les rênes de la municipalité, c'est le compte administratif de 2013. Voilà, simplement. Et à ce moment-là, on voit une baisse significative. Je vous remercie, madame. Alors, juste le micro, si vous voulez bien. On le voit juste sur 2015, puisqu'en 2015, ça reflète normalement le niveau d'endettement de 2013. Exactement. Parce qu'on avait rattrapé à ce moment-là. Je vous remercie vraiment pour ce travail extrêmement clair et qui pourra nous guider dans les futures décisions et éclairer le futur débat d'orientation budgétaire que nous allons avoir. Monsieur Constantin, si vous voulez bien raccompagner Madame Manson pendant que j'ouvre le conseil municipal. Bien, le quorum étant atteint, je vais donc ouvrir le conseil municipal. Madame Danielle Noguer a donné procuration à Madame Boson, Madame Bensouna à Madame Chartrain et Monsieur Lestrade à Monsieur Paul. Nous avons donc 11 points à l'ordre du jour de ce conseil municipal et sans questions diverses puisqu'aucune n'a été communiquée en amont. Sur l'administration générale et le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Penn. Ce n'est pas une question, c'est simplement une remarque. Nous trouverons fort regrettable que le procès-verbal du conseil municipal du 10 décembre ne nous soit parvenu que le 14 février. Nous regrettons aussi de même que la mise en ligne de l'enregistrement de ce conseil municipal du 10 décembre n'apparaisse sur le site de la commune qu'au 12 février. Les Vicois, nos concitoyens,
Monsieur le maire, vous m'aviez indiqué il y a fort longtemps que la mémoire politique des citoyens était très courte. Est-ce référence à cette brièveté de la mémoire citoyenne que de tarder à mettre en ligne de tels documents? Au contraire, si la mémoire était courte, il vaut mieux tarder pour le faire. Merci de cette remarque. Une autre question? Bien, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point adopté avec 4 abstentions. Deuxième point, là c'est simplement pour information, c'est le rapport des décisions du maire prises en vertu de sa délégation. 3 décisions, une signature de l'avenant avec la société In Situ pour un montant de 3 819 € TTC. Une signature sur les marchés de travaux opération Cœur de Ville, donc avec de l'eau, c'est la phase 3 du projet Cœur de Ville, et puis des questions de voirie. Donc là, c'est pour l'entreprise Mallet, un lot à 174 787,60 € et un lot numéro 3 à 295 211,13 €. Par ailleurs, une troisième décision sur le marché de travaux opération Cœur de Ville en Corse, c'est les travaux de réseau nécessaires sur la tranche 3 qu'on avait déjà évoqué en conseil municipal. Là, c'est le lot numéro 2 pour la société Aquini pour 48 769,08 €. Enfin, tout ça avait déjà été vu. Je vais donc passer au point numéro 3 et nous allons attaquer le débat d'orientation budgétaire. Je vais donner la parole à Madame Georges Guillard. Donc, au vu des travaux de la Commission des finances réunis le 30 janvier et le 6 février, je précise que je n'avais pas les éléments à vous fournir à cette date-là. Et les orientations déclinées pour l'exercice budgétaire 2019, vous avez tous sous les yeux les chiffres section de fonctionnement et section d'investissement classés par chapitre, les comptes administratifs 2018, les variations prévues au budget prévisionnel 2019 et la proposition 2019. Alors pour les dépenses de fonctionnement, la proposition du budget primitif 2019 est de 3 160 000, équivalent à la proposition des recettes 3 169 000. Est-ce que je dois lire chapitre par chapitre ou est-ce que... Non ? Bon, d'accord. Donc concernant des précisions, concernant la fiscalité, pour poursuivre la feuille de route de l'équipe municipale, il est proposé de baisser les taux communaux. Donc vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation qu'on vous a fait. La taxe d'habitation serait ramenée, donc c'est les taux. La taxe d'habitation serait ramenée à hauteur de 9,24 au lieu de 9,41. La taxe foncière à hauteur de 16,54 au lieu de 16,84. Et le foncier non bâti à hauteur de 56,32 au lieu de 57,32. Alors, les ressources communales comprennent la fiscalité des ménages et les dotations de l'État. Les dotations de l'État ne sont pas connues à ce jour. Ainsi, il est proposé de composer le budget primitif en rapportant les montants de dotation de l'année 2018, moins 5%. En section investissement, le montant des dépenses, qui est composé du remboursement du capital d'emprunt et des opérations d'équipement, la proposition est de 1,2 million. En recettes, donc des dotations qui sont en attente de notification, FCTVA, proposition 141 000, l'emprunt 300 000 et virement en section de fonctionnement 850 000 €. Elle était de 933 326 au CA 2018. Alors, la proposition, l'emprunt sera d'un montant de 300 000 €. Ce dernier pourrait être amené à évoluer dans son montant en fonction des réponses qui seront faites aux demandes de subventions déposées par la commune pour l'exercice 2018. Donc, une décision modificative sera présentée en section fonctionnement et investissement dès lors que toutes ces recettes seront certaines. Donc, nous avons débattu des orientations budgétaires présentées à des fins de préparation du vote du budget primitif 2019 de la commune, présenté lors d'un prochain conseil. Est-ce que vous avez des remarques, des questionnements ? Oui, Sylvie.
Je peux. Madame Boiry. Une grosse inquiétude sur les chiffres que vous venez de présenter. En section de fonctionnement, entre le compte administratif 2018 et vos propositions en dépenses, on est à plus 16% d'évolution. Et en recettes de fonctionnement, nous sommes à moins 10%, ce qui ne peut que nous inquiéter. Et ensuite, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous décliner les différentes opérations d'équipement que vous envisagez? Oui. Donc, c'est en section... J'ai pas compris, j'ai pas noté la première question. En section de fonctionnement. De fonctionnement, oui. L'évolution au niveau des dépenses est de plus 16%. Oui. L'évolution des recettes est de moins 10%. Avec les chiffres que vous venez d'annoncer tout à l'heure. Exactement. Donc, on peut l'expliquer notamment par l'augmentation en termes de dépenses. L'augmentation en termes de chapitre 12, le personnel. On a une prévision d'augmentation de 8,90%. On a expliqué tout à l'heure dans le débat l'augmentation des effectifs et, Monsieur Constantin, aidez-moi, l'action sociale. Ensuite, en chapitre 65, alors là, c'est l'augmentation considérable du SDIS. On passe de 150 000 à 170 000 de dotation au niveau du SDIS. Ensuite, 60... Non, c'est les gros postes. Et les charges à caractère général, on était à 960 946, on passe à 956 060. On est à moins 10%. Les postes qui augmentent le plus, c'est effectivement les chapitres 12 et 65. Donc effectivement, on a une augmentation des dépenses. Et au niveau des recettes, on a prévu un scénario très prudent de la part, les services nous ont fait un scénario très prudent, très prudentiel. Donc simplement pour compléter les propos de Madame Guillard sur cette évolution de la section fonctionnement, notamment sur la question du 012, il y a deux choses. Il y a à la fois, comme on a pu le présenter, une réorganisation des services qui passe par plusieurs phases, et notamment qui verra, je pense, sa maturité complète en 2020, puisqu'on va avoir quelques départs dans l'année, et on verra comment on les renouvelle ou non. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, notre volonté, effectivement, de proposer un accompagnement social, c'est-à-dire une mutuelle, pour être clair, à l'ensemble des agents de la collectivité. Voilà, plus un scénario extrêmement conservateur sur les recettes. Ça, c'était le premier point. Il me semble qu'il y avait une seconde question. Madame Boiry. Le deuxième point, c'était simplement une demande de décliner les différentes dépenses d'investissement et les orientations budgétaires en matière d'investissement pour la commune en 2019. Je vous réponds dessus. Bon, elles seront davantage détaillées de toute façon lors du vote du budget primitif, mais on a la poursuite des opérations déjà lancées sur plusieurs tranches, à savoir l'opération Cœur de Ville et le parc naturel urbain sur un peu plus de 300 000 euros. Et ensuite, on a de mémoire autour de un peu moins d'un million d'euros sur d'autres dépenses, et notamment l'accent sera mis cette année sur la voirie, pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un engagement assez pérenne de notre part, mais en plus parce que nous avons la possibilité, et du fait d'une commande groupée, d'un contexte économique plutôt favorable au fait de pouvoir obtenir des prix bas, et je dirais l'expérience et la compétence de notre directeur des services techniques qui nous quittera au milieu de l'année, donc pour justement, je dirais, mettre un coup d'accélérateur sur la voirie.
Après, il y a effectivement différentes dépenses d'équipement. Je pense au stade Ménoni, je pense au stationnement intelligent. Il y a la place Verdun aussi. Et également, oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça, c'est dans le réaménagement. Il y a deux choses importantes qui seront évidemment détaillées, mais qui sont la place Verdun et la rue de Rabastens. Donc voilà. Et ensuite, on a plusieurs postes qu'on pourra détailler au budget primitif qui sont entre, je dirais, 10 000 et 50 000 euros chacun. Y a-t-il d'autres questions sur ce débat? Non? Eh bien, écoutez. Ah, si, oui, pardon, je n'ai pas vu. Monsieur Hérault. Alors, je voulais simplement revenir sur le 012 concernant les dépenses de personnel. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui ce que représente la part de recrutement par rapport à l'amélioration du social pour les agents, ce qui en soi est une très bonne chose? Quelle est la répartition entre les deux? Et je pense que c'est l'occasion rapidement de revenir un peu sur le tableau des effectifs. Je pense qu'il serait quand même intéressant de pouvoir remettre ce tableau des effectifs à jour pour que l'on sache précisément qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et que s'il y a des recrutements prévus en 2020, on soit sur des bases de tableau d'effectifs qui soient lisibles et compréhensibles. Bien sûr. Alors, tous les arbitrages n'ont pas été pris sur les évolutions en 2020, parce que pour l'instant, on s'occupe du DOB de 2019. Néanmoins, vous avez vu que la réorganisation est assez claire. Elle a été impulsée par le nouveau directeur des services, qui vise, je dirais, plus d'horizontalité au sein des services, et de cette façon, une complémentarité ou une polyvalence demandée à plus d'agents. Ça, c'est une chose. Et ensuite, la mutuelle, on peut l'évaluer en gros à un tiers de l'augmentation du 0,12. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup pour ce débat d'orientation budgétaire, donc qui n'est pas soumis à vote. En revanche, ça va être le cas des 4 prochaines délibérations, qui sont des délibérations sur le financement de nos différentes dépenses d'équipement. Donc d'abord, au point 5, l'extension du dispositif de stationnement intelligent, puis en 6, cœur de ville, en 7, le parc naturel urbain, et en 8e point, la vidéoprotection. Je donne la parole d'abord pour le point numéro 5 à Madame Georges Guillard. Point numéro 4, pardon, excusez-moi. Ah non, pardon, j'ai sauté le point numéro 4, excusez-moi. J'étais probablement pressé d'aller... je vais donc c'est le point numéro 4, pardon, mon ami. Je vais sauter. Donc le projet de délibération 4, dispositif de prise en charge des frais de mission et frais de représentation, mandats spéciaux. Donc ça concerne donc il est proposé de définir le régime de remboursement des frais de mission aux élus et personnalités extérieures à la collectivité, des mandats spéciaux accordés aux élus ainsi que des frais de représentation du maire. Donc frais de mission des élus, mandats spéciaux des élus 2019, frais de représentation de monsieur le maire, donc vous avez l'article L 2123 du Code général des collectivités territoriales, les frais de mission des personnalités extérieures à la collectivité, et je lis mal, remboursement aux élus de la ville des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions, du vote d'indemnité au maire pour des frais de représentation, etc. Et remboursement des frais de transport et de séjour des personnalités extérieures à la collectivité et prise en charge de ces dépenses par le budget municipal, comme il a toujours été fait tous les ans. Merci beaucoup. Oui, c'est effectivement une délibération pour prendre en bonne et due forme qui nous a été demandée par le trésorier. Voilà. Y a-t-il des questions? Madame Boiry. Sur la délibération qui nous est proposée, vote d'indemnité au maire pour frais de représentation pour un montant annuel de, nous avons des X. Oui. Pouvez-vous nous donner le montant? Oui, effectivement. Je vous avoue que comme j'avoue que ces dépenses n'ont jamais été importantes depuis le début de mon mandat, je pense que traditionnellement, on était à combien ?
Nous étions à 0 pour le Alors moment. on peut mettre 3 000 euros. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Penn. Il ne s'agit pas d'une remarque, il s'agit simplement de communiquer que nous souhaiterions voir intégrer intégralement, in extenso, dans le procès-verbal du conseil municipal. Les quatre membres du groupe Ensemble pour Vic ne peuvent être qu'opposés au dispositif de prise en charge des frais de mission et de représentation d'élus qui disposent déjà d'indemnités compensatrices. Le vote de ce point exclurait de fait tout contrôle sur les dépenses engagées dans le cadre de cette délibération. Il s'inscrit dans le droit fil de celui voté lors du Conseil du 17 octobre 2018, attribuant au maire une carte d'achat sur le compte de la collectivité. Cette délibération, que M. le maire n'a jugé utile qu'après l'annonce de baisse de ses indemnités, n'aurait-elle pas comme seul objectif de lui permettre de compenser cette baisse de revenus? Eh bien, je vois que la mauvaise foi est toujours là. Pour information, la carte est toujours pas arrivée. Hein. C'est simplement, au cas où il y en a qui pensent que j'utilise tous les jours, elle est toujours pas là. Très bien. Cette déclaration vous honore, à tous les quatre. D'autres questions? Non? Je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Point de délibération numéro 5. La parole est à Madame Georges Guillard. Donc, concernant le déploiement du dispositif des stationnements dits intelligents à les Joffre, le plan de financement, dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors, vu le plan de financement suivant, l'opération, DTER et DSIL sollicitaient 12 000 euros, autofinancement 3 000 euros, total 15 000 euros. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce projet de déploiement de dispositifs de gestion innovante du stationnement à les Joffre dans le prolongement des travaux du programme Cœur de Ville et plan de financement pour l'année 2019. Il est proposé de décider de soumettre le projet susvisé dans le cadre de la demande de participation de l'État à hauteur de 80% du coût total des travaux, 12 000 sur 15 000, dans le cadre du DTER ou du DSIL pour l'année 2019. Et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à cette demande du concours financier au titre des dotations pour l'opération déploiement du dispositif de gestion innovante du stationnement à les Joffre et des allées du Général de Gaulle. Des remarques? Y a-t-il des questions sur cette demande? Monsieur Hérault. Oui, sur le principe, ça ne pose pas de problème en ce qui nous concerne nous. On voulait simplement s'assurer que l'avis des riverains avait été pris quand même sur cette proposition, parce qu'ils vont être impactés directement, et notamment ceux qui se garent à les Joffre. Et puis ensuite, on l'avait déjà évoqué, je crois, à un moment, sous la réserve que l'application stricte de la réglementation soit appliquée, et non pas comme ça peut être sur les autres emplacements qui étaient réservés à cet effet. Oui, c'est même une demande de certains commerçants. Sachez que la demande sur l'extension du stationnement intelligent est plus forte que notre capacité à le mobiliser et à l'étendre aujourd'hui, en tout cas pour cette année. Et par ailleurs, vous savez bien que justement la capacité de la commune à pouvoir appliquer strictement, c'est une problématique que j'ai déjà évoquée. Nous avons procédé au recrutement d'un ASVP pour ce faire, et donc c'est quelque chose, c'est un sujet que nous avons pris à bras le corps, voilà, dans la mesure également des capacités de notre commune. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté. Projet de délibération suivante, le numéro 6, sur la demande de subvention sur le cœur de ville. Madame Guillard. Le plan de financement, dépôt de dossier pour l'obtention d'une dotation d'équipement DTER et dotation de soutien à l'investissement. Alors, considérant la mise en œuvre de la troisième phase courant 2019 du projet Cœur de Ville, considérant le coût prévisionnel des travaux estimé à 186 213,50
€90 hors taxe. La proposition de Monsieur le maire de solliciter le concours de l'État au titre de DTER et DSIL pour la mise en œuvre de ces travaux à hauteur de 50% du coût prévisionnel des travaux établi à 93 106 euros 80. J'ai fait que ça toute la soirée, je ne peux plus. Donc, opération Cœur de Ville. La moitié de 186 000. Troisième phase. On autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à cette demande du concours financier au titre de la DTER DSIL 2019. Y a-t-il des questions sur ce point numéro 6? Madame Boiry. Simplement, avant de voter les subventions, une demande sur les travaux de programmation Cœur de Ville 2019. À ma connaissance, il y avait une commission qui a été constituée en octobre 2018. Est-ce que la commission ad hoc s'est réunie pour ce programme 2019 de travaux? Pour répéter, Madame Agent, si vous voulez bien prendre le micro pour le répéter. Voilà, c'est simplement pour ça. Oui, je répète. La commission se réunira, j'espère, la semaine prochaine, parce que nous sommes en attente des derniers devis. Bien. Y a-t-il, Madame Boiry? Ça veut dire que si la commission se réunit quand les derniers devis sont arrivés, ça veut dire que le programme est totalement ficelé. La commission, ça va servir à quoi? Nous faisons que terminer ce qui était déjà envisagé sur les travaux initiaux. C'est-à-dire tout ce qui était prévu depuis le départ. Quel va être le rôle de la commission qui va se réunir prochainement? C'est pour vous présenter au moins ce qui restera des travaux à réaliser du projet qui était déjà élaboré et signé par nous tous à l'époque. La commission est normalement un lieu de travail. La commission examinera effectivement la poursuite de ce programme qui avait été préparé et observé depuis déjà plusieurs années. Mais la commission aura tout loisir de débattre des dernières propositions d'arbitrage qui seront ensuite soumises au vote du conseil municipal. Y a-t-il d'autres questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point adopté. Délibération numéro 7. Je donne la parole à Madame Georges Guillard. Concerne le financement, une demande de financement pour les travaux, la 4e phase des travaux du parc naturel urbain. Donc, sur un total de 100 000 euros hors taxe pour cette 4e phase, un autofinancement de 30 000 euros, le conseil départemental 40 000 euros et 2 ETR et DSIL 30 000 euros. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement de la phase 4 de l'opération PNU pour un montant de 100 000 euros. Décider de soumettre le projet susvisé dans le cadre de la demande de participation de l'État à la DETR et DSIL pour l'année 2019 et autres partenaires institutionnels, conseil départemental, pôle d'équilibre territorial et rural du Val d'Adour, et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à la formalisation de ces demandes de concours financiers au titre de la DETR, DSLI 2019 et autres fonds. Merci beaucoup pour cet exposé. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Boiry. Même question qu'au point 6. Il est difficile pour nous de nous prononcer alors que nous ne connaissons pas les travaux de la tranche 4 du parc naturel urbain. Vous avez noté, je suppose, avec l'acuité qui vous caractérise, que cette tranche, le montant de cette tranche avait considérablement baissé, passant de 300 000 à 100 000. C'est le résultat d'arbitrage, en fait, d'aménagement
beaucoup plus léger, de manière à laisser le lieu, dans un premier temps, dans un état extrêmement naturel, simplement financer le cheminement qui ira de son entrée jusqu'au belvédère, et puis essentiellement quelques pontons et panneaux. Ce qui nous permet d'une part de concentrer davantage de notre budget d'investissement pour l'année 2019 sur d'autres dépenses d'équipement, et également de laisser vivre ce parc avant de trop le surcharger en équipement et d'en conserver toute la dimension naturelle, ce qui était l'objectif dès le début. Y a-t-il d'autres questions? Madame Boiry. Cette tranche nous sera présentée en conseil municipal ou en commission quelconque? Oui, bien évidemment. En commission de travail? Écoutez, en tout cas, le projet, ce projet avait été travaillé en 2018. Il y a simplement des choses qui ont été enlevées, notamment des équipements sportifs, et on a choisi des matériaux plus légers et moins coûteux. On vous présentera les plans, puis de toute façon, vous verrez bien ces travaux très légers. Y a-t-il d'autres questions? Bien. Ah, Monsieur Hérault. Oui, simplement pour dire on comprend que vous terminiez cette phase, puisque ça faisait partie de votre programme. Donc là-dessus, encore une fois, les urnes vous ont donné la légitimité pour le faire, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Nous pensons simplement au niveau de notre groupe que ces 100 000 euros, peut-être, est-ce qu'il y a réellement urgence de les réaliser? Nous ne pensons pas, et qu'il y a peut-être un emploi de ces 100 000 euros sur d'autres investissements qui auraient été certainement plus profitables à l'ensemble des Vicois. Alors là, pour le coup, le parc est ouvert à l'ensemble des Vicois. Je vous assure qu'il n'y a aucune discrimination à son entrée. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, pour l'ouvrir et pour assurer le cheminement, et c'est pour ça qu'on fait des investissements là à minima pour en assurer l'ouverture. Sans ça, on ne peut pas ouvrir la deuxième partie du parc. Donc là, pour le coup, c'est en étant d'accord sur les principes et pas sur les modalités que nous avons choisi cet investissement. Puisqu'il faut bien, nous le finissons, je dirais, à minima, pour en permettre l'ouverture. Vous n'a pas échappé que ce n'était pas ouvert aujourd'hui. Merci. Monsieur Paul. Oui, juste par rapport à votre conclusion tout à l'heure, de toute façon, vous verrez bien les travaux, ça prouve bien à quel point peu importe le travail des commissions, puisqu'il n'y en a pas, et quand il y en a, vous ne le respectez pas, puisque de toute façon, la réponse, vous nous dites, vous verrez bien les travaux avant même que la commission se soit réunie. Écoutez, vous faites preuve d'une mauvaise foi sans nom. Vous savez très bien que ce sujet a été débattu maintes fois l'année dernière en commission, dans plusieurs séances de travail. Donc si vous voulez, grand bien vous fasse de faire ce commentaire. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. Projet de délibération numéro 8 sur le dispositif de vidéoprotection, qui lui aussi avait été largement étudié l'année passée. Madame Guillard, Georges Guillard, pardon. Donc il s'agit de renforcer le dispositif de vidéoprotection communale prévu en sa deuxième phase. Alors continuité du cœur de ville, 2 caméras, et le PNU, 2 caméras. Le coût prévisionnel de ces équipements s'élève à 20 800 € hors taxe. Donc la mise en œuvre, l'opération DETR 2019 sollicitée, 16 640 €. Et l'autofinancement, 4 160 €, ce qui fait un total de 20 800 € hors taxe. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de finalisation du dispositif de vidéoprotection de la commune de Vic, son périmètre et plan de financement pour l'année 2019, décider de soumettre le projet susvisé dans le cadre de la demande de participation de l'État à hauteur de 80% du coût total des travaux dans le cadre de la DETR pour l'année 2019 et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à cette demande de concours financier au titre de la DETR, opération renforcement du dispositif de vidéoprotection. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce point?
Pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point adopté. Nous passons au projet de délibération numéro 9 sur l'implantation de bornes électriques au niveau des allées de Gaulle. Et je donne la parole à Madame Bajon. Vu la délibération numéro 201 606-53 du Conseil municipal du 28 juin 2016, approuvant le transfert de la compétence infrastructure de charge pour véhicules électriques au SDE 65 pour la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Vu la délibération 201 611-87 du Conseil municipal du 14 novembre 2016, approuvant l'implantation au printemps 2017 de 2 bornes installées en centre-ville, place du Corfam-Pommiès, prise en charge par la communauté des communes Adour-Madiran, et une place Gambetta avec un financement communal. Vu la délibération 201 803-15 du Conseil municipal du 27 mars 2018, approuvant l'implantation de 2 bornes de recharge électrique place de Verdun. Considérant qu'en début d'année 2019, le SDE 65 va réaliser l'installation d'une borne de recharge électrique allée Générale de Gaulle, considérant qu'afin de réaliser cette installation, il est nécessaire d'acter par convention les modalités d'occupation du domaine public communal et de participation financière communale à l'opération telle qu'annexée à la présente délibération. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention précisant les modalités d'occupation du domaine public communal et de participation financière à l'opération d'installation d'une borne de recharge électrique allée Générale de Gaulle. 2. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention proposée. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur l'installation de cette borne? Madame Boiry. La convention vient de nous être remise en séance. Nous avons essayé de la lire en diagonale, mais nous n'avons pas trouvé le coût à la charge de la commune. Le coût d'installation à la charge de la commune. Tout est pris en charge par le SDE. La convention nous a, et c'est indiqué dans la convention qui nous a été remise par le SDE aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions? Ça veut dire que la participation financière Madame de la Boiry. Ça veut dire que l'article 1 qui précise d'approuver la convention et la participation financière à l'opération de la commune, la participation financière est de 0. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Alors, un projet de délibération qui revient chaque année. Je donne la parole à Madame Georges Guillard pour la cotisation de l'Association des maires des Hautes-Pyrénées. Voilà, vu la volonté communale de maintenir son adhésion au sein de l'Association des maires des Hautes-Pyrénées et de participer aux réflexions menées, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le paiement de la cotisation pour l'année 2019 de 255,50 € à l'Association des maires des Hautes-Pyrénées et autoriser le maire ou son représentant à engager le paiement de cette dépense. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et enfin, dernier projet de délibération, numéro 11, sur la durée d'amortissement préconisée en M14. Je redonne la parole à Madame Georges Guillard, qui sera beaucoup intervenue ce soir. Bon, considérant que les communes de plus de 3500 habitants et plus sont dans l'obligation d'amortir certaines immobilisations définies par la loi, que ces durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par le conseil municipal, à l'exception de frais relatifs aux documents d'urbanisme, de frais d'études et frais d'insertion, frais de recherche et de développement, des brevets, des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de 15 ans. Voilà. Vous avez le détail. Il s'agit de fixer ainsi qu'il suit la durée d'amortissement des biens. Les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles. Vous avez la durée
qui vous est proposé sur le document. 2. De fixer à 800 € le seuil unitaire au-deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou de consommation et très rapides sont amorties sur un an. De fixer ainsi qu'il suit la durée d'amortissement des subventions d'équipement qui sont versées par la commune. Alors inférieure à 1 000 €, durée d'amortissement 1 an. De 1 000 à 20 000 €, durée d'amortissement 5 ans. Et subventions versées supérieures à 20 000 €, durée d'amortissement 5 ans. Que ces durées d'amortissement s'appliqueront aux immobilisations qui seront acquises ou subventions d'équipement qui seront versées à compter du 1er janvier 2000. Que le mode d'amortissement retenu est la méthode linéaire. Monsieur le maire et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération. C'est pour vous rappeler la durée d'amortissement de toutes les immobilisations corporelles ou incorporelles que la commune fait. Merci beaucoup, Madame Guillard. Y a-t-il des questions? Madame Boiry. Quelle est la différence avec l'ancien tableau d'amortissement que la commune avait? Il n'y en a pas, mais on est obligé de le repasser en délibération. C'est le même. Voilà, c'est le même. C'est donc une délibération qui a été préparée par le trésorier. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Donc je vous remercie. Il n'y a pas eu de questions diverses envoyées pour ce conseil municipal. Simplement, avant de clore ce conseil municipal, je veux simplement vous dire que le prochain aura lieu dans le mois qui vient, soit le 11, soit le 18 mars. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le conseil municipal est clos.